Bonjour Bassam Tan. Bonjour Frédéric Saillot de Razi Express. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du financement du terrorisme. Euh, il y a peu, le Centre d'analyse du terrorisme a sorti un rapport sur le coût des attentats. Ceux de janvier 2015 auraient coûté 20 000 euros. Quant à ceux de novembre, ils auraient coûté 80 000 euros et l'État islamique aurait financé pour partie cet attentat. Actuellement, il est en position de faiblesse, aussi bien en Irak qu'en Syrie. Mais que sait-on des ressources euh, de, du terrorisme islamiste et notamment de l'État islamique? Vous voyez déjà, cette question de financement du terrorisme est un peu faussée au départ. Parce qu'on s'est mis à en parler juste quand il y a eu le problème de Daesh et surtout ce qu'on a appelé le printemps arabe et en Syrie. Vous voyez, alors que le problème plonge ses racines dans l'histoire du siècle dernier. Le financement du terrorisme n'est pas né avec Daesh. C'est beaucoup plus ancien, voyez-vous, d'une part. D'autre part, qu'est-ce qu'on entend par le financement? Est-ce que c'est payer directement des tueurs comme Daesh, comme Al-Qaïda, armer des gens, former des cellules dormantes, ou tout simplement financer, ça peut être une confrérie, style frères musulmans, lui donner un rôle. Et là, on voit que c'est beaucoup plus ancien. Et pour moi, c'est également financer du terrorisme. C'est-à-dire que maintenant, on est braqué sur ce qui s'est passé en France. Mais au devant de la scène, si vous voulez, on montre du doigt, on pointe quoi? Al-Nusra, Ben Laden, Al-Qaïda, Daesh. Voilà. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que cela. Par exemple, quand les Américains voulaient casser l'Empire soviétique dans la guerre d'Afghanistan et utiliser les fonds saoudiens et des pétromonarchies pour, à l'époque, aider les djihadistes et les armées de missiles pour abattre les avions soviétiques de l'époque, c'était une manière de financer le terrorisme. Puis là aussi, il faudrait distinguer entre le terrorisme de rassemblements qui ne sont pas étatiques et le terrorisme d'État. Parce que on a là affaire à deux catégories distinctes. Souvent, un État peut être terroriste et d'une manière très légale entre nous, puisqu'il a la bénédiction des Nations Unies, des institutions, du moment que ce n'est pas un groupe non étatisé. Et c'est là où il y a confusion. Il faut mettre ça au clair. Un État peut être terroriste. Par exemple, je citerai la Turquie. Mais la Turquie, ça crève les yeux. Tout le commerce de pétrole, quand Daesh a conquis la Syrie du Nord et Mossoul, beaucoup de puits de pétrole étaient vendus à Erdogan, à sa famille, à ses adjuvants, et qui vendaient cela. Là, si vous voulez, le but d'Erdogan était de gagner de l'argent, bien sûr, mais en même temps de renverser le gouvernement Assad, qui est une forme aussi de terrorisme. De quel droit, vous voyez, on s'immisce dans les affaires de notre pays? Et qui est derrière Erdogan? Et c'est là où le bas blesse tout l'Occident. Il y a la France qui n'arrêtait pas de dire « Oh, combien de fois j'ai entendu que Fabius a été à Istanbul ?» Il y avait vraiment une conversion, comment dire, de positions, et c'était exactement les mêmes positions concernant le problème syrien. Et puis après, on a eu ça avec Héro et ainsi de suite. Vous voyez, c'est là où les groupes non étatisés se mélangent
à des États et qui financent le terrorisme. C'est un cas de figure où c'est encore distinct. Ce n'est plus l'État qui mène une politique terroriste dans un... Par exemple, moi je peux dire que dans l'histoire d'Israël, à un moment donné, il y a eu du terrorisme d'État. Hein. C'est pas tout le temps. Bon, vous savez, il faut être objectif. Mais là, notre situation actuelle est très claire. C'est que l'OTAN est là et il travaille de manière très intime avec tous ces groupes terroristes pour casser le Proche-Orient et les pays qui n'ont pas voulu jouer le jeu et accepter sa politique. Donc, quand on parle de financement, encore une fois, c'est pas simplement une histoire d'argent. Hein. Quand, par exemple, pour tout de suite commettre des attentats, quand les Américains ont aidé la famille du fondateur des Frères musulmans à Genève, à un moment donné, pour contrer Nasser en Égypte, hein, c'était financer du terrorisme. Alors vous me dites, mais c'est un parti politique qui peut... Oui, mais il faut, encore une fois, vous connaissez ma position vis-à-vis des Frères musulmans. C'est une confrérie terroriste, je suis désolé, puisque la guerre sainte est leur méthode pour convertir le monde entier à l'islam, le djihad. Alors, les Américains s'en ont servi pour stopper le nationalisme arabe de Nasser et sa politique socialiste, son rapprochement de l'Union soviétique, vous voyez. Tout comme pendant la guerre d'Afghanistan, les Américains étaient d'accord avec les pétromonarchies pour encourager les talibans. Vous savez, quand plus personne n'avait de lien avec les talibans, qui restait? Quel pays avait encore des liens avec... Il y avait l'Arabie saoudite et un autre pays du Golfe, vous voyez, avec les talibans. Et quand ceux-là ont demandé à ce que le Bouddha, n'est-ce pas, ne soit pas détruit par des explosifs, les talibans n'ont pas répondu. Vous voyez, je vous en prie. Vous avez évoqué deux exemples de la façon dont les États-Unis se sont servis du terrorisme comme levier dans leur lutte contre l'URSS ou contre l'Égypte de Nasser. Cela veut-il dire que dans ces deux cas, et dans le cas de l'État islamique en Irak et en Syrie actuellement, les États-Unis ont une implication financière, logistique à l'égard de ces mouvements terroristes que sont les Frères musulmans, Al-Qaïda et l'État islamique? C'est sûr, c'est positif. Ma réponse est positive. Je vais même aller plus loin. J'ai une amie américaine qui fait du social, et puis elle m'a raconté qu'une fois, elle était avec McCain, hein, et des gens très riches de droite qui étaient allés dans, soi-disant, la partie libérée de la Syrie. Et ces gens riches n'arrêtaient pas de faire des dons en dollars, c'est la révolution contre la dictature, contre... Alors, selon le témoignage de cet ami en qui j'ai confiance, il m'a dit, mais c'était des islamistes, ça se voyait, et ils avaient le look barbu, les moustaches rasées, et on voyait très bien qu'ils instauraient une société à la Taliban de l'époque. On ne parle plus beaucoup des talibans aujourd'hui. Il faut dire que Daesh a supplanté, mais c'est quand même c'est des succursales des talibans. Ce qu'on a eu là, que ce soit Ben Laden et autres, enfin Ben Laden était vraiment impliqué dans le processus des talibans, puisqu'il était là-bas, il a même proclamé un calife avant, Mollah Omar, ça on l'oublie. Hein? Donc, vous voyez, que les Américains soient impliqués, maintenant, les preuves pleuvent tellement, c'est nombreux. On a les témoignages de sénateurs américains, de généraux américains, d'ailleurs des déclarations, parfois des mails de Clinton. Tout le monde est d'accord qu'à un moment donné,
les Américains étaient vraiment derrière. Prenez Juppé, c'est là où c'est dangereux. Parce qu'il y a des manières de financer le... C'est pas simplement payer des sous. Quand Juppé vous dit que, en 2015, hein, j'ai vu son entretien, il vous affirme que non, ils avaient un but bien clair, c'est de renverser Assad. C'est pas qu'ils n'avaient pas d'idée. Mais oui, mais vous voulez renverser Assad, vous aidez qui pour renverser Assad? Vous aidez des terroristes. Donc, que vous leur payez des armes ou que vous leur envoyez de l'argent, j'irai même plus loin. Quand nous, on va commercer avec des pays qui financent le terrorisme, est-ce que, d'une manière indirecte, on ne participe pas au financement des terroristes? C'est-à-dire, pour être plus clair et plus terre-à-terre, on va vendre et soutenir la politique d'un pays comme le Royaume saoudite. Et au contraire, s'opposer à Sisi en disant qu'il a renversé les frères musulmans. Mais c'est, excusez-moi, mais vous financez le terrorisme. Le financement, ne jouons pas sur les termes, c'est pas uniquement d'envoyer des sous. Non, non, ça peut être un encouragement moral, une apologie du terrorisme. Quand vous dites les islamistes font du bon boulot, mais ça veut dire quoi ça? Quand un autre responsable socialiste déclare que c'est comme la guerre de 1936 en Espagne, il faut envoyer les gens renverser en un dictateur en Syrie, et non, alors ne jouons pas simplement sur ce terme de financement, c'est-à-dire pour éviter, pour nous empêcher de voir tous les problèmes adjacents qui entourent cette affaire de financement, on ne parle que d'argent. Le problème n'est pas uniquement un problème d'argent. Et ce n'est pas de savoir simplement que Daesh vendait son pétrole à la Turquie. Non, il y a des financements beaucoup plus. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Remarquez qu'aujourd'hui, les terroristes dans le monde, disons-le, sont issus de la population sunnite. Alors, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, quand le Hezbollah au Liban a commencé à prendre de l'importance, à s'armer, à jouer un rôle politique dans le pays, suite à l'invasion israélienne du Liban, vous voyez, tout est né de cette invasion. D'ailleurs, c'est là où, à mon avis, les Israéliens ont commis des fautes dans cette invasion du Liban. Et c'est ce qui a créé le Hezbollah, finalement. Vous voyez, on oublie ça. Que le Hezbollah, au départ, était un mouvement de résistance à l'occupation israélienne. Donc, les sunnites, pas les sunnites, les braves sunnites, le lambda sunnite du monde arabe qui, lui, n'a rien contre les chiites. Non, j'entends de ceux qui se croient des cerveaux pensants et qui veillent sur cet antagonisme entre chiites et sunnites, se sont dit, comment les chiites du Liban, ça ne représente pas lourd, c'est quoi? C'est 1 million, un peu plus, ont déjà des missiles, une armée, de l'armement lourd, de l'armement léger, des formations militaires. C'est là où, par exemple, au Liban, des partis de droite ont financé des partis sunnites terroristes dans l'espoir un jour de s'opposer au Hezbollah. Ils voyaient ça comme une guerre de milices, des milices sunnites, puisqu'ils sont plus nombreux, contre la milice chiite, entre guillemets. Pour eux, le Hezbollah était une milice. Donc, mais ça s'est retourné contre eux, parce que finalement, aujourd'hui, si je vous dis qui sont les gens armés chiites et qui sont terroristes, alors si vous écoutez Al Jazeera, vous allez me dire tout le Hashd al-Sha'bi, c'est-à-dire n'est-ce pas, la mobilisation populaire en Irak,
est essentiellement chiite. C'est pour cela qu'on ne lui permet pas d'entrer à Mossoul, parce que si elle entre à Mossoul, elle va massacrer les sunnites. C'est du n'importe quoi. Hein. Et tout le monde, même la Turquie, dit non, 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 il ne faut pas que cette mobilisation populaire chiite entre à Mossoul, c'est nous. Et vous voyez, là, Erdogan se donne le beau rôle que lui est un défenseur des sunnites. En contrepartie, on le paye pour cela. Oui. Donc, la montée de ce terrorisme ultra-orthodoxe sunnite est venue un peu dans une rivalité avec la création et l'évolution du Hezbollah. C'est pas, là, comprenez-moi bien, je ne critique pas le Hezbollah, je critique une certaine pensée chez certains cheikhs, n'est-ce pas, sunnites, de vouloir avoir un bras armé. Et résultat, regardez, toutes les formations terroristes qui sévissent au Moyen-Orient et dans le monde, aujourd'hui, malheureusement, sont sunnites et donnent une mauvaise idée du sunnisme. Et ça, j'ai vu qu'on me reprochait de prendre souvent la défense des chiites. Soit, mais regardez, dites-moi quelle est la milice terroriste qui œuvre contre les intérêts des musulmans dans le monde et qui soit chiite. Dites-moi, vous allez me dire le Hezbollah, mais le Hezbollah se bat contre qui? Il se bat contre des Al-Qaïda, Al-Nusra, les Ben Ladinistes et Daesh. J'aurais une petite objection à vous faire sur ce sujet, Bassam Tahan. C'est le fameux anathème lancé par Khomeini contre Salman Rushdie, qui peut être considéré comme le premier acte, on va dire, de déchaînement d'un terrorisme islamiste, alors là, chiite, peut-être repris à leur compte par les sunnites en Occident, avec toute une série d'attentats. On peut voir cet anathème comme à l'origine de l'attentat de Charlie Hebdo. Je ne pense pas que ce soit d'abord ceux qui ont massacré les journalistes de Charlie Hebdo étaient des sunnites. Vous allez me dire alors on devient confessionnel? Non, mais il faut appeler les choses par leur nom. Ce n'est pas, par exemple, quelqu'un qui a été envoyé de l'Iran par les successeurs de Khomeini pour liquider Charlie. J'entends bien, mais cet anathème de Khomeini n'a-t-il pas une responsabilité dans ce type de terrorisme? Vous savez, Khomeini s'adressait en tant que chef du clergé chiite aux chiites. Il ne s'adressait pas aux sunnites. Mais est-ce que les sunnites ne l'ont pas repris à leur compte? Ah, ça, vous avez raison. C'est que moi, j'irais beaucoup plus loin. Ce n'est pas simplement, si vous voulez, la fatwa de Khomeini, parce que ça, c'est un incident, mais c'est beaucoup plus profond que ça, et plus important. C'est que les sunnites, voyant que la seule révolution islamiste qui est réussie était chiite, ils ont voulu en faire autant. C'est là qu'on a eu des essais larvés par exemple, quand ils ont assassiné Sadat. Il y a eu beaucoup de projets et c'était le modèle iranien qui leur servait de référence. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de la fatwa. C'est toute la révolution islamiste de l'Iran et qui a eu cet impact sur les peuples sunnites. Et il y a toujours une rivalité historique, que comment ils sont moins nombreux que nous et ils réussissent et nous on ne réussit pas. Vous voyez? Une sorte de surenchère. C'était pareil en Algérie. Les années noires là, du terrorisme islamique en Algérie, c'était venu aussi après Khomeini. Vous voyez? Vous avez raison d'insister. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu d'attentats chiites? Oui, il y a eu des attentats, mais comparé à ce qui s'est passé après avec les sunnites, c'est incomparable. C'est 3 fois rien par rapport... On a détruit des pays... enfin, si le 11 septembre est bel et bien l'œuvre de ceux qu'on veut nous faire croire que
parce qu'il y a beaucoup de doutes là-dessus, hein, je ne veux pas relancer le débat, mais c'est pour cela que les États-Unis donnent le droit aux familles de demander des compensations au Royaume saoudite, vous voyez. Et il en est de même de l'Afrique. Hein. L'Afrique est pourrie, franchement, par la propagande wahhabite. Or, qui c'est qui a soutenu les wahhabites dès le départ jusqu'à maintenant? C'est l'Angleterre, puis les États-Unis, et nous, on ramasse les miettes, on joue un peu le rôle de comparse, un rôle secondaire, mais on y est, et on finance à notre manière le terrorisme, et j'ai pas peur de le dire. Bassam Tan, vous avez bien montré le rôle des États, notamment occidentaux et de leurs alliés, dans le financement du terrorisme ou dans l'accroissement de leur puissance par d'autres moyens que financiers. Je voudrais aborder une question maintenant qui est celle de l'argent criminel, des produits de la drogue, qui est une activité très, très importante ici en France notamment, et du financement des passages des migrants. C'est-à-dire, vous voulez remplacer le halal par l'argent de la drogue? Moi, je ne veux rien du tout. J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre ce qui se passe. C'était pour blaguer. C'était une allusion à une vidéo que nous avons fait un autre jour, n'est-ce pas? Oui. Oui, l'argent le financement des passages des migrants se chiffre par milliards. Donc, il s'agit d'argent criminel, mais cet argent ne va-t-il pas, d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, financer une certaine forme de terrorisme? Vous savez, moi j'ai gardé mon innocence et ma pureté de jeune homme et je regarde ça d'une manière très morale, je dirais. Bien que j'aime pas beaucoup la morale, enfin, c'est très contradictoire tout cela. Mais je crois que l'Occident, dans toutes ses politiques, que ce soit pour les immigrés, les problèmes de drogue, a perdu son âme. Nous vivons une décadence. C'est le début peut-être de l'effondrement. C'est le début de l'effondrement de l'Europe, de notre civilisation. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui annonce des malheurs, mais tel que c'est parti, que ce soit pour les solutions qu'on propose pour la population musulmane en France, que ce soit nos moyens de lutte contre les terroristes, que ce soit notre politique étrangère vis-à-vis de la Syrie, tout cela sont mauvais. Et encore une fois, les peuples qui avaient beaucoup d'estime, d'admiration pour nous, ne l'ont plus. Et nous regardent avec quelqu'un qui a idéalisé un Occident des droits de l'homme, idéalisé un Occident de la civilisation des loisirs, du bien-être. On voit aujourd'hui qu'on assiste à une paupérisation de la France énorme. Rien qu'à voir le nombre de marchands de kebab dans une rue. Hein. Mais enfin... Ce n'est pas des marchands de kebab que je vous parlais, Bassam Tan. Vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Non, mais... l'argent criminel qui se chiffre à des sommes considérables concernant le trafic de drogue et le trafic des passeurs, quelle que soit l'appréciation morale que l'on fasse sur le contexte, est-ce qu'un jour ou l'autre, il ne va pas servir à financer des activités, ce n'est pas d'ores et déjà le cas d'ailleurs, des activités moi je ne suis pas terroristes. Un spécialiste de l'argent, n'est-ce pas, de la drogue, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup d'argent sale dans tous les domaines. Et il suffit de gratter un peu pour voir les campagnes présidentielles, il y a beaucoup de financement, enfin, vous savez, c'est la décadence. C'est la décadence. La France a besoin de grands hommes politiques.
je me demande comment on va voter aux prochaines présidentielles. Je ne vous demanderai pas pour qui vous allez voter. Sainte-Anne, je vous remercie pour cette interview sur le financement du terrorisme. Merci Eurasie Express et je vous dis à bientôt. À bientôt.